Bienvenue dans le rendez-vous des curieux. Ici, entre nous, on parle de toi, on parle de moi, on parle de vous, on parle d'eux, on parle de tout et de rien. On parle d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on vous amène dans un univers surtout fantasmé, parfois redouté, mais surtout crucial, celui des avocats. Ces femmes et hommes en robe noire qu'on imagine souvent comme des machines à plaider, des gladiateurs du droit, ou parfois même comme les derniers remparts contre l'injustice. Mais derrière les plaidoiries et les codes de loi, il y a des êtres humains, des consciences, des émotions et des dilemmes. Le thème de ce soir est plus qu'intéressant. Il s'intitule Entre loi et conscience, le dilemme de la robe noire face aux réalités du métier. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée passionnante, pas des moindres, avocate engagée, lucide sur les contradictions et ses réalités quotidiennes. J'ai nommé Bernadette. Bonsoir Bernadette. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bernadette Gomatsugi, enchantée. Ravie de faire le podcast dans cette émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. Franchement, ça fait plaisir de t'avoir ce soir, d'avoir l'opportunité d'échanger avec toi sur ton métier, ton quotidien, sur tes réalités. Et pour le faire, j'ai aussi mes habituels copanélistes, Nadine, Ramsès. Bonsoir à tous. Comment vous allez le dimanche, ça va? Bien, super. C'était pour ce nouvel épisode avec Bernadette. Et toi, Nadine, ça va? Ça va, on a eu du beau temps, donc il n'y a pas à se plaindre. Ok, ça marche. Franchement, ça fait plaisir de vous avoir tous ce soir. Avant de plonger dans les complexités du métier, j'aimerais qu'on revienne un peu à la source, parce que Bernadette le confirmera peut-être à ma place, on ne naît pas avocat, on le devient. Parfois avec passion, parfois avec surprise, parfois avec difficulté, mais c'est un parcours qui n'est pas des plus faciles, je dirais. Donc, je voudrais que tu me dises, Bernadette, déjà toi, pourquoi tu as choisi de devenir avocate d'après toi? Ouais, cette vocation particulière, elle n'est pas venue comme certains le pensent, parce que dans ma famille, il y a quelqu'un qui est avocat ou quelqu'un qui est dans le droit. Pas du tout. Dans la famille, il n'y a personne qui exerce un métier dans le domaine juridique. Donc, c'est vraiment un métier qui m'a attirée de moi-même, si je peux dire comme ça. J'ai eu assez tôt cette envie de faire ce métier. C'était au collège, en cinquième. Je m'en souviens encore, vers la cinquième. J'avais, je pense, vu quelque chose dans le domaine du droit qui m'intéressait. J'avais également cette image de l'avocat qu'on peut souvent voir à la télé, à travers des films, des téléfilms. Ouais. Et surtout, je sentais que au quotidien, aux côtés de mes amis, j'avais cette tendance à vouloir beaucoup parler, à vouloir beaucoup être impliqué dès qu'il y a un débat sur quelque chose, défendre un de mes amis, défendre quelque chose que je trouvais injuste. Vraiment ce côté pas réfractaire, mais plutôt engagé et toujours impliqué dans certains débats. Et au fur et à mesure, j'ai très vite su que c'était dans le domaine du droit que je voulais exercer. Alors, avocat ou juge, c'était toujours l'hésitation, mais très rapidement, j'ai su que c'était plutôt avocat. Franchement, super intéressant. Mais dis-moi un peu, pour pousser un peu le truc plus loin, tu l'as su déjà, genre quand tu étais encore au primaire, au secondaire, ou bien c'est genre quand tu passes ton bac que tu te dis, en fait, je voudrais défendre cette personne. Non, je l'ai su quand j'étais au collège, et après, je sais que il y avait, ah oui, c'est ça de mémoire, il y avait un avocat qui intervenait dans la journée des métiers. Vous savez, au collège, ils font ça. Et il y avait cet avocat-là qui est intervenu, qui m'a un peu donné quelques renseignements complémentaires sur le métier, m'a expliqué un petit peu certaines choses, m'a dit que si l'examen d'entrée à l'école des avocats, que je voyais déjà comme une épreuve, et ça a été une épreuve, on en reparlera, je le réussissais pas, il y avait d'autres passerelles. Enfin, il m'a un peu rassuré sur les exigences que je pensais insurmontables. Et par la suite, c'est ça qui m'a donné envie. Je savais que dès que j'avais fini mon bac, je m'orientais vers une faculté de droit. Non, franchement, super intéressant, super intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux me donner un peu une idée de ton parcours
pour cette vocation jusqu'à présent? Mon parcours en tout cas est assez classique, sachant que ce n'est pas l'unique parcours, je tiens à le dire, mais c'est un parcours assez classique. Moi j'ai fait un bac, alors c'est les anciens bacs, un bac ES, économique et social. Mais tout type de bac conviendra, même un bac, on ne pense pas souvent, mais même un bac STMG ou même un bac professionnel. Il n'y a vraiment pas de bac préféré pour entrer en faculté de droit. Je pense qu'il faut surtout retenir qu'il faut avoir la motivation, il faut avoir la détermination et tenir en fait le rythme de la faculté. Qu'on vienne d'un baccalauréat professionnel ou un baccalauréat généraliste, je pense que tout le monde a ces mêmes chances. La détermination des uns et des autres, c'est ça qui est le plus important. Donc moi, j'ai passé mon baccalauréat ES, mais j'ai pu rencontrer dans la faculté des gens qui étaient en baccalauréat professionnel. C'était beaucoup plus difficile, entre guillemets, pour eux de pouvoir assimiler rapidement les exigences qu'on sollicitait en première année de droit, mais c'était pas insurmontable. Donc, j'ai passé mon bac ES, je suis rentrée à la faculté de droit public. Moi, j'ai pas été dans le privé. Certains peuvent se dire c'est peut-être mieux le privé, mais si on en a les moyens, allez-y. Mais c'est pas une obligation. J'ai fait mes 5 années de faculté en droit à Lille 2 pour ceux qui connaissent. Et ensuite, j'ai passé, au terme de mon Master 2, j'ai passé l'examen à l'entrée à l'école des avocats, qui est un examen qui n'est pas un concours officiellement, mais quand même, c'est pas tout le monde qui pourra rentrer. Donc, pour moi, je trouve que c'est un concours officieux. Mais sur papier, c'est un examen. Il y a des écrits à faire. Si on réussit, on atteint la moyenne aux écrits, on est admissible aux oraux. Et ensuite, après les oraux, si on a au-dessus de la moyenne, c'est l'admissibilité à l'entrée à l'école des avocats pour une formation de 18 mois. Super intéressant. Attends, mais pour que je puisse mieux te comprendre, est-ce que là, tu es en train de dire c'est très sélectif comme concours ou attends l'opportunité de le faire plusieurs fois si on ne le passe pas? Ah oui, ouais, c'est important de le dire, tu as raison de me reprendre là-dessus. C'est un examen, ce n'est pas un concours, mais c'est un concours officieux pour moi parce que, comme j'ai pu le dire, les places sont quand même limitées au sein des écoles d'avocats. Ouais. On peut le passer 3 fois dans notre vie. On a 3 chances de passer cet examen et il est exigeant pour moi car il y a 5 épreuves et c'est des épreuves qui sont, je trouve, trop théoriques, mais c'est les examens qui ont été choisis pour rentrer à l'école. Ouais, mais ouais. En fait, c'est l'examen lui-même que je trouve assez complexe, qui ne reflète pas vraiment la réalité du métier d'avocat, mais aussi les matières, les connaissances qu'on doit assimiler pour cet examen-là. On nous demande quand même un large programme, je trouve, par rapport à ce qui est demandé. Donc, c'est assimiler beaucoup de choses en très peu de temps et avec un temps assez restreint. Ouais, je comprends. Ça a l'air très facile. Et ça a l'air assez stressant, je peux dire. Oui, c'était assez stressant, sachant que, je vais être transparente, j'ai pas eu des difficultés majeures lors de mes 5 années en faculté. J'ai pu bien m'en sortir avec un master mention bien à 15, mais par contre, cet examen, ça m'a pressurisé mentalement, physiquement. C'est pas pour effrayer ceux qui veulent aller vers ce domaine-là, mais en fait, il faut être bien entouré. Moi, je pense que c'est ça. Il faut être bien entouré et savoir sortir la tête de l'eau, pas seulement être à fond dedans et être seul dans son coin, être bien entouré, être déterminé. S'il y a un échec la première fois, repartir directement la deuxième fois pour moi, parce que on a assimilé, on a appris, même si on a eu un échec lors du premier passage. Ouais. À la suivante, il faut y aller. On a acquis à cette chose pour pas perdre cette chance-là. Après, se poser la question de si on a loupé la deuxième fois, la troisième fois. Ça appartiendra à chacun, mais pour moi, c'est la première fois où on échoue. C'est pas un échec. Comme on dit, on a appris beaucoup de choses et il faut repartir la deuxième fois. Là, je te rejoins. Après, j'imagine quand même que pour quelqu'un qui fait 3 fois et qui ne passe pas ayant fait son master dans le domaine, ça doit pas être la reconversion, ne doit pas être facile en réalité. Parce que j'imagine que si tu ne passes pas les 3 fois, il faut bien que tu te reconvertisses peut-être toujours dans le droit, mais peut-être plus avocat. Oui, moi j'ai des amis, sans l'avoir même passé cet examen, ils sont partis en ressources humaines,
sont partis en tant que juriste d'entreprise. Et pour savoir, il y a des passerelles. Quand je disais que moi, j'ai fait la voie classique, c'est parce que j'ai fait les études en faculté, j'ai passé l'examen, je suis rentrée à l'école, j'ai terminé, j'ai exercé. Mais il peut avoir la possibilité d'avoir des passerelles. Parmi celles-ci, faire un doctorat. Et un doctorat, ça permet d'être directement admissible à l'école des avocats juste en passant l'oral, qui est vraiment pas complexe. Ouais. Ou alors faire 8 ans d'années dans 8 ans d'exercice d'un métier dans le droit, donc, par exemple juriste d'entreprise ou RH, secrétaire juridique. Et avec ces 8 ans d'expérience, on peut également intégrer l'école des avocats en passant juste au l'oral. Donc, sans avoir les écrits qui sont, pour moi, c'est les écrits de cet examen qui sont compliqués. L'oral en lui, c'est pas une grande difficulté. Mais il y a des passerelles. Donc, ceux qui se disent, bon, bah, j'ai fini 3 fois mes chances, qu'est-ce que je peux faire? Bah, il y a des passerelles. Être juriste, ça a des avantages. Il faut pas se mentir. C'est tout autant rémunérateur qu'être avocat. Et ça permet d'acquérir des expériences professionnelles qui seront utiles dans le cadre du métier d'avocat. Ouais, tout à fait. Ok, non, franchement intéressant. J'imagine que là, c'est quand même bien plus clair. À t'entendre, j'ai vraiment l'impression que c'est pas si facile que ça, quoi. Mais je pense que c'est des études qui ont cette réputation-là aussi, de pas être si facile et en gros guillemets, on s'entend bien, pas à la portée de tout le monde. Et c'est ça aussi qui fait un peu le prestige de ce titre, de ce métier, à mon sens. Je pense également, oui. Non, franchement intéressant. Et du coup, dis-moi, Bernadette, quelles étaient un peu tes représentations du métier à l'époque? Je veux dire, t'avais quand même, je sais pas, t'avais quand même bien, avant de commencer les études, le parcours et tout, est-ce que t'avais déjà un peu genre des avocats modèles, genre qui t'inspiraient ou bien qui te donnaient l'envie de rêver pour ce métier en quelque sorte? Moi, c'est vrai que, comme je le disais, j'ai pas baigné dans une famille qui était portée sur le domaine du droit. Ouais, bien Donc, sûr. j'ai un peu pris mes figures modèles tout seul. J'ai pas eu une seule figure qui m'a inspiré ou quoi que ce soit. C'est vraiment au fil de mes études que je me suis mis à voir un peu les confrères, les futurs confrères, les anciens futurs confrères renommés. Au barreau de Lille, forcément, on pense à Berton, à Dupond-Moretti, mais aussi au niveau national, je pense qu'il y avait plus tout ce qui est Badinter, Simone Veil, qui sont également des figures, entre guillemets, du domaine du droit qui sont inspirants. Mais j'avais pas d'admiration pour l'un ou l'autre, c'est vraiment... C'est vraiment, enfin, je veux pas dire, enfin, ça s'est fait au fur et à mesure de mes études que j'ai trouvé l'inspiration à travers eux. Mais avant d'être dans ces études, non, j'avais pas de figure du droit qui me poussait à continuer mes études. Ok, et non, là je te comprends. Et maintenant, je voudrais que tu me dises, pour qu'on essaie de continuer, maintenant que tu es dedans, est-ce que ça t'es... Maintenant, je veux dire, maintenant que tu es dans le domaine, quoi, et déjà que tu le pratiques même déjà sur le terrain, est-ce que tu as des illusions qui ont disparu entre-temps? Oui, on en a toujours. Parce que je pense qu'avant même d'être dans un métier, on l'idéalise beaucoup et on ne voit que le positif. Je pense que bien sûr. c'est pas seulement celui du droit. Avant, on se fait une grande image de certaines choses. Et moi, dans le domaine de l'avocature, c'était l'avocat qui est tout le temps au palais de justice, qui avec sa montre Rolex, qui a sa Mercedes. Quoi, ouais. L'avocat qui gagne sa Comme dans vie, quoi, Suite. il n'y a pas de problème. Et qui travaille tard, jusqu'à minuit. Enfin, on se dit non, il peut pas avoir de vie de famille. Ouais. C'est la catastrophe. Alors que bon, beaucoup de désillusions positives et négatives. Je vais commencer par la désillusion négative, c'est que au niveau du salaire, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il faut savoir qu'il y a des avocats qui sont avocats indépendants individuels qui peuvent ne gagner que le SMIC par mois. Ça va choquer certains de dire ouais, mais bac plus 7 et que le SMIC. Oui, parce qu'on a quand même quasiment 50% de charges dans tout ce qui nous revient en tant
en tant que rétribution des clients. Donc, c'est pas facile pour certains cabinets. Pour d'autres, c'est beaucoup plus rémunérateur, il faut se l'avouer. Mais là, c'est cette question des charges, charges de l'URSSAF, charges de la retraite, parce que nous, on cotise notre retraite nous-mêmes. Les charges aussi de l'ordre dans lequel on est affilié, moi, l'ordre du barreau de Lille, et pour l'ordre aussi au niveau national qui nous représente au niveau national. Donc, toutes ces institutions, on doit cotiser, on doit leur donner quelque chose tous les trimestres ou annuellement. Donc, ça fait que quelqu'un nous paye 1 000 € pour un dossier. Déjà, on facture la TVA, donc c'est 1 200 €. Et ensuite, la TVA, comme c'est pas pour nous, on le reverse directement à l'État. On doit que se rémunérer sur ces 1 000 €. Et il y a presque 500 € de charges, en fait, à déduire. Donc, c'est un métier où on est un chef d'entreprise, et ceux qui connaissent un peu ce domaine entrepreneurial comprendront très bien ce que je dis. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais au SMIC, quoi. Je travaille en tant que collaboratrice dans un cabinet. Donc, ce qui est avantageux, c'est que j'ai une rémunération fixe qui est prévue entre le cabinet et moi. Et mes dossiers personnels me ramènent plus de moyens financiers. Donc ça, au fur et à mesure, les dossiers rentrent facilement avec les permanences, avec du bouche-à-oreille, c'est ça qui est positif. Mais c'est vrai qu'il y a des avocats qui ne peuvent se rémunérer que 2 000 € par mois, quoi. Donc ça, il faut en avoir conscience. Par rapport aussi au train de vie, on n'est pas tous des flambeurs. Non, non, on n'est pas tous des flambeurs, on n'est pas tous des personnes hautaines. Donc non, il y a des personnes qui sont hautaines. Et la plupart des confrères, c'est des personnes qui sont pas du tout hautaines, qui sont ouvertes à parler, qui sont engagées. Accessible, en fait. Donc un avocat est accessible. Moi avant je pensais que non, mais non, les avocats, la plupart sont accessibles. Et ensuite sur le positif, les décisions positives, c'est la gestion vie privée vie pro. Moi je ne finis jamais à minuit. Moi alors on va en parler certainement après, mais j'exerce dans 4 domaines principaux: droit de la famille, droit des mineurs, dommages corporels et droit pénal. Mais je ne finis jamais à minuit. La plupart du temps, je pars du cabinet quand j'y suis entre 19h et 19h15, 19h30 grand maximum. Je commence à 9h. Je ne travaille pas les week-ends. Donc, et c'est aussi les exigences que je m'impose pour avoir un équilibre. Mais si je voudrais travailler le week-end, je pourrais le travailler le week-end. Mais je trouve qu'à un moment donné, on travaille quand même plus de 50 heures par semaine. Si on peut quand même avoir une vie familiale, sociale, quoi que ce soit, c'est intéressant. Même pour psychiquement, c'est essentiel pour moi. Non, ça c'est bien. Je suis dans un cabinet qui a également cet état d'esprit-là. On ne travaille pas. On ne va pas m'appeler pour une garde à vue le week-end. Alors que je sais qu'il y a d'autres confrères, on va les appeler pour une garde à vue le week-end. Donc c'est top d'avoir trouvé un cabinet qui comprend un peu cette équilibre vie privée, vie familiale, qui est essentiel de nos jours, je pense. On comprend déjà tous les enfants sont pas riches. C'est que moi. Mais oui, ils sont pas tous riches, hein. J'ai une question. Peut-être ça se rapproche plus du sujet qu'on a évoqué juste avant celui-là. Mais du coup, tu es à quel niveau de ton parcours? Tu as déjà fini ton stage d'avocat ou tu y es encore? Alors, moi, je suis déjà dans la profession. J'ai prêté serment depuis le 28 novembre 2022. Et j'ai été à exercer dans le cabinet dans lequel j'avais effectué mon stage final. Depuis le 2 janvier 2023. Donc là, je suis sur ma 3e année. Ah ouais, quand même. Ah non, bravo. C'est top. Non, franchement, c'est cool. Donc déjà, tu as déjà assez d'expérience. Tu as déjà pu avoir assez d'expérience. Je dirais quoi, si tu es déjà depuis 2022. C'est aussi intéressant qu'ils disent que les avocats ne sont pas tous des Par exemple, les clichés de l'avocat. Je pense que ces clichés-là sont dus aussi aux clichés des avocats américains. On voit beaucoup de séries ça qui nous montrent
C'est vrai. Je demande le système judiciaire américain qui n'a rien à voir avec le nôtre. On ne dit pas votre honneur, objection, votre honneur. On ne passe pas. Je vois. N'importe qui va dans un tribunal le dit au président, il va dire oh là là, encore un. Il y avait justement une anecdote avec où il y avait beaucoup d'objections et je pense on va le décortiquer tout à l'heure. Ok. Bon, excusez-moi, je connais pas le domaine, mais pourquoi on dit pas objection, votre honneur? Non. J'ai pas bien compris le. Non, en fait, la personne qui est devant toi, le président qui est accompagné de ses assesseurs, quand c'est joli collégial, tu dis Monsieur le Président ou Madame le Président. Tu l'appelles pas votre honneur ou quoi que ce soit. Ah, ok. Les présidents. Ah, ok. Et on se lève pas non plus pendant qu'un confrère est en train de plaider pour dire objection votre honneur. On le laisse terminer. Quand la parole est à nous ou quoi que ce soit, on peut. À part si c'est vraiment outrageux, là on peut se révolter à l'instant T. Mais c'est très rare que ça se fasse comme ça. C'est pas du théâtre, mesurer et que il y a une fluidité au niveau des échanges. On se fait entuber par les médias, On se fait entuber par les médias américains. Alors, parce que moi, je pensais que c'était vraiment ça le. Non, peut-être aux États-Unis, mais pas en France. Hein. Faut pas dire ça. C'est honteux de dire ça. Ah ouais, ok, non, super intéressant. Non, comme tu l'as dit, là, vraiment dans le cinéma américain, c'est tout autre chose, hein. Même en termes de richesse, quand je parle, là, c'est surtout là, on peut, qu'on tire, qu'il y a aussi cliché de richesse des avocats, parce que là, bon, j'ai rarement vu les films où les avocats sont pauvres, vraiment. Tu nous comprendras si on entretient encore ce cliché-là. Ouais, mais j'essaye de un peu épargner ce cliché parce qu'il est vraiment pas vrai, c'est vrai. Non, franchement, c'est bien. Et du coup, bon, toujours un peu pour enchérir, je sais pas si, pour cette partie-là, il y avait Ramsès qui avait une question. Oui, justement. Donc, la question c'était, est-ce qu'il y a déjà eu des moments où l'on s'est retrouvé en quelque sorte impuissante face à une, disons, injustice? Parce que, bon, le métier d'avocat, il y a des grands avocats, il y a parfois, on vient de commencer, il peut y avoir des trucs qu'on ne maîtrise pas encore. Ou bien, on se retrouve en train de défendre plutôt l'injustice. Donc, parce que, effectivement, j'ai entendu l'histoire qu'un avocat américain racontait. Et lui, notamment, il était un divorce lawyer, donc il était dans le droit familial. Et il racontait un peu comment il y a eu des cas où peut-être sa cliente ou bien son client s'est peut-être pris la vie ou bien l'accusé qui l'a condamné s'est pris la vie après une condamnation parce qu'il ne savait pas comment est-ce que ça devait continuer et tout. Et ouais, là on peut se poser des questions, comment faire ou bien comment faire pour être, disons, stable, comment gérer ça mentalement au cas où peut-être on a eu une main à voir là-dessus, quoi. Peut-être on a mal défendu le client ou bien peut-être on a trop condamné l'accusé, un truc de ce genre. Et une histoire qu'il a vraiment racontée, c'était il a eu à défendre par exemple un jeune millionnaire et il était très manipulateur et il frappait aussi beaucoup sur des jeunes femmes. Et dans ce cas de figure, la jeune femme, bon, elle était pauvre et n'avait pas donc les moyens pour s'offrir les meilleurs avocats de la ville. Et maintenant, lui, il s'est retrouvé en train de défendre ce monsieur. Et bon, malheureusement, l'avocate, elle n'a pas pu donc faire passer des preuves parce que dans le système, comme on dit, il y a une façon précise de présenter les documents. Et à chaque fois que cet avocate donc voulait présenter les documents, il faisait des objections. Ce qui fait que, au final, aucune preuve venait passer. Et l'homme fut blanchi et allait continuer à se faire de nouvelles victimes. Donc, dans ce cas, par exemple, bon, il a fait son travail, n'est-ce pas? Il a défendu son client comme il pouvait défendre, mais après, il s'est dit, il a eu mal de voir cette jeune femme être comme ça, alors qu'elle avait en principe des preuves vraiment tangibles. Bon, c'est ça. Et dans ce cas, par exemple, on peut se demander, est-ce que le métier d'avocat, est-ce qu'il est aussi fait pour tout le monde, quoi? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir là un mental aussi assez élevé ou bien, ouais, c'est un peu dans ce sens-là. Oui, non, mais je comprends parfaitement le raisonnement, sachant que moi, je vais faire une petite anecdote personnelle aussi là-dessus. Mais avant toute chose, je tiens à dire que
il faut bien avoir un mental. Ça, je suis d'accord sur ça, parce que tout le monde n'est pas fait, pas pour être avocat, mais tout le monde n'est pas fait pour faire tous les domaines du droit dans le cadre de ce métier d'avocat. Défendre un pédophile, on pense souvent ça, ou défendre un meurtrier, c'est pas tout le monde qui, au niveau de sa conscience, se sent apte à le faire et a le mental solide pour se dire dès qu'il rentre à la maison, bon bah c'est tout, je mets certains dossiers, je les laisse au travail et je rentre chez moi, je vis ma vie, quoi, quel que soit s'il y a eu un acquittement ou quelque chose, une relaxe, alors que je sais très bien que bon bah l'acte n'était pas glorieux entre guillemets. Nous on est là pour défendre des hommes, on n'est pas là pour défendre des actes. Donc quand on a un dossier sur un pédophile ou quoi que ce soit, on défend un homme, on défend un parcours de vie, on défend c'est le cheminement qui a fait qu'il commette cet acte-là. On ne défend jamais le viol, on ne défend jamais le meurtre. Bien heureusement, sinon en fait on ne dormirait pas. Donc moi c'était dans le cadre d'un dossier où conflictuel entre deux anciens époux et le parent a été coupé de tout contact avec cet enfant-là. Il allait le voir dans la grille de l'école pour tenter de le voir. La mère refusait qu'il reprenne l'enfant alors qu'il y avait eu un jugement qui fixait les modalités et qui le permettait de le voir un week-end sur 2. Et donc, il était revenu vers moi pour essayer de faire quelque chose pour qu'elle respecte le jugement, parce que ça faisait presque près de 8 mois, de mémoire, presque 1 an qu'il n'avait pas revu son enfant. Et en fait, on a tout fait. J'ai fait le taf, on peut dire comme ça. Et la juge, elle a confirmé la décision qui était déjà en vigueur en disant que non, il n'y a pas besoin d'enlever des droits à ce père-là et que l'enfant n'avait pas été maltraité, l'enfant n'avait pas été traumatisé par le père, tout ce que la mère a pu invoquer. Donc moi, j'étais très contente pour ce père-là qui était psychologiquement détruit parce qu'il ne voyait plus son enfant. J'étais contente pour lui, il était content, j'avais fait le taf. Sauf que 1 mois après, j'apprends que le père, avant les vacances de la Toussaint, il me semble, n'est pas revenu avec l'enfant d'Algérie. Donc en fait, il est parti avec l'enfant 5 ans en Algérie et il y est toujours aujourd'hui. Donc j'ai eu beau faire en sorte de le raisonner et dire non mais non là ça c'est pas possible en fait, parce que moi-même en fait dans tous les dossiers où j'ai un mineur, un enfant, j'ai beau être le parent, enfin l'avocat du parent, pour moi c'est d'abord l'intérêt du mineur qui doit primer dans tout ce que je vais dire. Si est-ce que le parent, je vais toujours tenter de raisonner mon client en disant non ça c'est pas bien pour votre enfant. Là, c'est pas, vous me demandez de faire ça, mais je vous dis que non, moi, je vais l'amener comme ça parce que ça va pas passer, en fait. Même au niveau des juges, même si je suis votre idée, ça va pas passer. Il y a un enfant entre deux. Donc, raisonner un peu les gens, c'est aussi ça. L'avocat ne fait pas que être messager bêtement sans réfléchir à la défense que son client voudrait, parce que sinon, en fait, souvent, on dirait des énormités, hein. Donc, on filtre, on raisonne, on est toujours là pour essayer d'amener la vérité aussi. Et donc là, j'ai essayé tant bien que mal le raisonner et en fait, ça va pas changer grand-chose, hein, puisque aujourd'hui, on est toujours dans cette situation où il est parti avec l'enfant de 5 ans et l'enfant n'est pas revenu sur le territoire français. Et sachant que l'Algérie n'est pas membre de la Convention des droits de l'enfant, il n'y a pas de diplomatie possible rapide entre la France et l'Algérie, surtout vu le contexte actuel. Donc non, ouais. Et c'est un dossier où j'ai dû dire à monsieur, notre collaboration se termine là, quoi. Je peux plus rien faire pour lui déjà au niveau de sa situation. Et en Algérie, l'enfant est là-bas, donc quoi qu'il en soit, c'est les autorités algériennes qui sont en charge de tout ça, et avec les autorités françaises, mais qui peuvent pas faire grand-chose puisqu'il n'y a pas de collaboration entre la France et l'Algérie. Ouais, donc là, sur ça, je pense que quelqu'un qui n'est pas sensibilisé au fait de prendre du recul sur le dossier, se dire... Effectivement. C'est de ma faute, j'ai merdé, si j'ai eu une bonne décision, il en a profité. Mais moi, je me dis, bon, j'ai fait mon travail. Exactement, tu as fait selon les règles de l'art. Après, tout est revenu entre ses mains. On ne peut pas contrôler les faits et gestes des uns et des autres. Donc ça, il faut prendre du recul sur ça. Il ne faut pas être
faut pas absorber tout. L'effet transfert est très facile à faire, de la même manière que les professionnels de santé, quand ils voient des personnes vulnérables, faut pas tout prendre pour soi, sinon mentalement ça n'ira pas et ça impacte directement la vie personnelle et ça c'est mal en fait. Ouais. Non, franchement, super intéressant. Et ce qui m'a vraiment interpellé, c'est le fait que t'as dit bien avant que vous ne défendez pas les violeurs et je crois que t'as dit encore violeurs, pédophiles et tout, un truc de... Ouais, violeurs, meurtriers, oui. Ouais, En fait, tous les faits que l'homme trouve horribles. Ouais. Qui sont Surtout moralement. des mœurs, en fait. On se dit, mais c'est pas possible de faire ça. Non, franchement, du coup, je trouve que c'est très intéressant. Donc, c'est pas une question d'argent, au final, c'est une question aussi de valeur. Et c'est une question aussi de se dire que, ouais, je ne défends que ce que je peux personnellement aussi accepter. Et moi, je trouve que c'est très intéressant. Ça faisait partie des questions qui essayaient un peu de vouloir faire une sorte d'opposition avec l'éthique et la légalité. Et franchement, je pense que là, tu l'as très bien répondu, de ce que j'ai pu comprendre. Attends, 2 secondes. Mais je crois que moi, j'ai compris ça autrement. Ouais. Qu'elle disait justement qu'ils ne défendent pas l'acte, mais ils défendent une personne et son parcours. Tout à Donc, fait. c'est-à-dire qu'elle pourrait avoir à défendre, je dis pas que c'est le cas ou que ça a été le cas, un pédophile, mais elle ne défend pas la pédophilie, mais elle défend cette personne qui a peut-être eu un passif mental, un passif familial qui l'a mené à ça. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. C'est Non, ça. non. Et c'est quelque chose qui m'a aussi interpellée de se dire, ouais, on défend pas un acte, on défend une personne et tout son bagage émotionnel et autres, quoi. Ouais. C'est ça. Ah, intéressant. Mais moi, j'ai compris plus dans ce sens où tu te dis, en fait, si quelqu'un vient et qu'il est accusé de pédophile ou bien de violeur, vous, en fait, votre cabinet, vous le défendez pas en quelque sorte. C'est pas trop ça? Ah non, pas du tout. Non, si, on le défendra. Si, on le défendra. On le défendra. Non, j'étais en train justement. Nadine, elle a compris ce que je voulais dire, c'est que c'est pas tout le monde qui est capable de dire oui, on va le défendre, mais nous, dans notre cabinet, on fait la part des choses, on le défendra. On le défendra. Ok, je comprends. Non, franchement, désolé, j'avais pas compris ça dans ce sens-là en réalité. Et d'où ma question, pourquoi vous, enfin, si vous savez en fait qu'il y a quelqu'un effectivement qui est coupable de faits aussi graves ou bien qui est supposément coupable, pourquoi, en fait, dans quelle mesure vous le défendez en réalité? Ou bien vous vous limitez juste à vous dire que c'est le droit et vous faites votre job, et ça va. Je veux dire, est-ce que vous n'avez pas aussi votre sensibilité à vous ou bien le... Ce que je veux dire, c'est que on défend une personne qui, forcément, si l'acte est aussi gravissime, est en détention, donc il y a forcément une question sur les mesures de sûreté, sa liberté, sa réinsertion, aussi sur la manière dont il devra se tenir au procès, c'est assez important. Certes, il a reconnu les faits, mais toute personne ne sait pas comment répondre à certaines questions. Toute personne ne sait pas comment se comporter devant une juridiction, ne sait pas comment, même si elle est touchée par l'acte, ne sait pas comment montrer que ça la touche, qu'elle regrette et tout. Ouais. J'aimerais apporter un point concernant cette question-là. Je pense que c'est aussi important de bien comprendre ou bien définir les termes, quoi. Qu'est-ce qu'on entend par défendre? Genre, ça veut pas forcément dire vouloir innocenter des faits. Et je pense que ça peut aussi vouloir dire juste représenter la personne. Peut-être la personne peut ne pas connaître comment parler d'un tribunal. Et ouais, c'est ça que je voulais apporter. Donc, en gros, le violeur, en fait, quand tu viens vers toi, tu le représentes devant la cour, en quelque sorte. Mais c'est aussi pour dire que quand il vient vers toi, donc tu es censé le défendre dans sa démarche. Enfin, c'est ça, toi, ton rôle de médiateur. Ouais. Alors, juste une précision sur terminologique. On dit représenter une personne quand elle n'est pas présente à l'audience. On dit assister une personne quand elle est présente à l'audience. Un violeur ou un père de famille devant le juge d'affaires familiales ou un père de famille où on va placer ses enfants devant le juge des enfants. J'essaie d'élargir un peu les domaines du droit parce que ça se restreint pas qu'au droit pénal. On vient essayer de poser des mots, tant des mots MOT que des mots MAUX sur la vie d'une personne, sur la manière dont il s'est retrouvé à faire tel ou tel acte et sur la manière
dont il veut exprimer les choses devant le tribunal. Dans le cadre pénal, effectivement, on aura un travail qui vient soit à avoir une ligne de défense qui vient demander la relaxe ou l'acquittement. Relax, c'est quand on est devant un tribunal correctionnel ou toute autre juridiction, sauf en matière criminelle devant la cour d'assises ou la cour départementale criminelle. Là, devant la cour d'assises et la cour départementale criminelle, on parle d'un acquittement. Juste terminologiquement aussi, je précise les choses. Si c'est une personne veut en fait être reconnue non coupable, là c'est pas la même ligne de défense. On va chercher les éléments de preuve, on va contester le dossier, on va contester les actes d'investigation, et là on aura vraiment un vrai travail de fourmi, je trouve, pour aller contredire chaque élément de la procédure et venir montrer à la juridiction que non, notre client il n'a rien à voir avec les faits qu'on lui reproche. Si le client reconnaît, effectivement, on est plus sur une explication, sur une explication de son passage à l'acte, sur une explication de son parcours de vie, sur une explication de pourquoi il en est arrivé là, pour tenter de amenuire sa peine. C'est ça. Essayer de passer de 10 ans à 5 ans. Je pense que 5 années de prison qui ne doivent pas être exécutées, tout le monde dira oui. Donc on essaie de faire en sorte de mettre en avant son profil. Comme j'ai dit, son profil, pourquoi il en est arrivé là et tout ça. C'est pas la même ligne en fait de prise de parole, de plaidoirie en fonction de ce que le client souhaiterait. Alors, il y a des clients qui souhaitent être reconnus non coupables, alors qu'effectivement, il y a plein d'éléments dans le dossier. Mais non, notre taf, c'est pas de venir juger, c'est de défendre une ligne du client. Et on va prendre cette ligne-là de défense du client qui ne souhaite pas être reconnu coupable. Même si les éléments du dossier font que, mais il peut toujours avoir des éléments de dossier également qui sont en notre faveur. Ouais, bien sûr. Non, mais justement, ces situations où il faut défendre, mais sans exagérer là, est-ce que pour vous, au final, c'est pas un peu compliqué parfois? Je veux dire, en fonction des cas que vous avez au quotidien, ou bien des affaires que vous devez défendre, et comme ça, pour vous, en fait, en tant que, humainement parlant, je veux dire, toujours sur l'aspect humain, parce que quand vous êtes, à la fin, vous êtes aussi des humains. Est-ce que de vous dire que peut-être défendre un violeur et au cours de l'affaire, vous rendez compte des faits qui lui sont reprochés quand effectivement il fait fait. Est-ce qu'à un moment, ça ne vous refroidit pas? Ou bien là, vous essayez un peu de garder votre robe noire et de vous dire... Ça dépend de chaque confrère, mais il faut savoir qu'en tant qu'avocat, on n'est pas obligé de dire oui à tout. C'est un confrère où, que ce soit un dossier, on ne le sent pas, ou on se dit qu'on n'est pas apte à le prendre, on dit non et on l'oriente vers un autre confrère. Ouais. On n'est pas obligé de dire oui à tout, hein. Même quand on est commis d'office, on n'est pas obligé de dire oui à tout. On a une clause de conscience qui fait que on est indépendant et libre dans nos choix. Et si tel dossier, j'ai pas envie d'assister le client, j'en justifie auprès de la juridiction, auprès du bâtonnier, pardon, si je suis commis d'office. Et après, le client, si je suis pas commis d'office, je lui dis non, je ne prendrai pas votre dossier, je vous oriente vers un autre confrère. C'est tout. On n'est pas obligé de subir une situation qui nous est désagréable. Effectivement. Parce que, comme on dit ça, il pense que ça varie toujours, n'est-ce pas? Il y a des avocats qui ont des grandes familles, ou bien dans leur entourage, leur famille, leurs proches ont eu à subir des trucs. Et ça serait vraiment difficile pour eux d'essayer de représenter certains cas de figure, je m'imagine bien. Si tout à l'heure tu as parlé d'un cas qui t'a un petit peu marqué, à l'inverse, est-ce qu'il y en a un où tu as été vraiment fier et tu t'es dit ah ouais, j'ai étudié pour ça au final? Ouais, c'est avec un mineur. C'est ma première relaxe devant le tribunal pour enfants, ce mineur qui était prévenu pour des faits d'agression sexuelle. Où d'abord c'était un dossier qui est venu devant le juge des enfants au sein de son cabinet. Donc c'est tout simple, c'est comme un bureau, elle est assise, elle a son greffier, elle est pas en robe, et elle a dit que non, ce dossier méritait d'être vu devant le tribunal pour enfants. Ça a son importance puisque le tribunal pour enfants peut prononcer des sanctions plus sévères à l'égard d'un mineur. Et il y a aussi une collégialité.
Et je pense que c'était pour cette collégialité qu'elle avait besoin peut-être de transmettre le dossier directement au tribunal pour enfants. Sachant que pour les mineurs, c'est un juge, un enfant, donc c'était la même juge qui a transféré le dossier vers le tribunal pour enfants, qui a présidé le tribunal pour enfants. Beaucoup d'éléments dans le dossier contradictoires. Le mineur qui mordicus me disait non, je l'ai pas fait, non, je l'ai pas fait, non, je l'ai pas fait. Et moi qui lui demandais tous les 10 minutes, t'es sûr que tu l'as pas fait? Parce que moi, j'ai pas envie que lors de l'audience, on me sorte un truc ou je sais pas quoi. Alors, c'est pas comme à l'américaine, on peut sortir un dernier élément de preuve. Parce que il y a le principe du contradictoire qui vaut dans la justice française, qui fait qu'avant le procès, on sait toutes les preuves que les uns et les autres ont entre les mains. Donc, il n'y avait pas d'effet sur ce point-là, mais c'est plus sur sa prise de parole. Il faut pas que tu retournes dans tes propos devant la juridiction. Et moi, je me trouve, ok, bon là, il a décidé de changer de position. Bon, non, je voulais vraiment qu'on soit transparent. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'on n'a pas un rôle seulement de suivre les idées des clients aveuglément et de défendre leur positionnement si c'est complètement dans leur désavantage. Là, il y avait des éléments qui étaient parfaitement corroborants par rapport à ce qu'il me disait. Qui en fait émissaient le doute dans l'esprit de la juridiction et qui m'ont aussi émissé le doute. Donc son positionnement de se dire non, j'ai pas commis les faits là, je l'ai tenu jusqu'au bout et le tribunal pour enfants nous a suivis et on a attendu bien longtemps. J'ai passé à 19h, on a fini à 22h le temps qu'il délibère, mais la fatigue à l'attente a fait que a disparu dès qu'on a eu cette décision de relax qui est venue dire non, relax pour les faits d'agression sexuelle. Alors c'était compliqué puisqu'on avait la jeune mineure, c'était au moment où ils étaient au collège ou au lycée, je ne sais plus. Ces faits-là, qui était là, qui a pris la parole avec son conseil, qui a pleuré au moment de sa prise de parole. Donc c'est pas facile de voir des pleurs, c'est pas facile d'être insensible face à ces pleurs, face à cette émotion. Mais bien heureusement, on n'est pas là pour juger les pleurs et l'émotion des uns et des autres. Et le dossier a fait que, effectivement, les éléments qui ont été soulevés ont permis d'immiscer le doute dans l'esprit de la juridiction et même de se convaincre qu'il n'avait pas commis ces faits-là. Donc là, j'étais assez fière. Je me suis dit, j'ai apporté un peu une justice. De faire coller des faits d'agression sexuelle quand on a 16 ans, 17 ans, je pense qu'il avait peut-être... ça nous suit toute notre vie, en fait. On est comme agresseur sexuel dans toute notre vie, en fait. Donc là, c'était pas seulement que sur une audience, c'était pour son parcours de vie et sur la manière dont il va grandir par la suite, en fait. Donc là, j'étais satisfaite. Ok, non, franchement, super intéressant. Et du coup, je voudrais, toujours pour aller un peu dans le même sens, je voudrais que tu me dises, d'après toi, est-ce que finalement, tu crois que la loi suffit pour garantir La justice. Je le demande parce que quand on regarde un peu de manière générale, même dans l'histoire, tu vas voir, même à l'époque de l'apartheid, tu vas voir qu'il y avait des lois justement qui encourageaient la ségrégation raciale et tout, et où on disait que le blanc est au-dessus du noir, et c'était vraiment dans la loi, tu vois. Et même quand tu revois, même à l'époque avec le procès de Nuremberg, la création, enfin, avec les crimes horribles que les coupables qui étaient à avoir, avaient eu à commettre. Il y avait même des aspects même de la loi qui n'avaient pas été pris en compte. Parce que je me rappelle, pendant le procès de Nuremberg, c'est par exemple les crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes contre la peste, les premières fois qu'elles ont été créées et qu'elles ont été mises en valeur, quoi. Donc, est-ce que finalement, aujourd'hui, la loi arrive déjà vraiment à garantir, arrive vraiment à couvrir tous ces aspects-là, tu vois, tous ces aspects-là de l'injustice? Ou bien c'est toujours, avec le temps, ça évolue toujours, il y a toujours des cas qui ne sont peut-être pas qu'aujourd'hui considérés dans le droit, ou
Je pense que déjà, il faut partir du postulat que la loi, elle est faite par les hommes. Donc, et les hommes, une partie des hommes même, parce qu'en disant aux hommes, on dirait que c'est tous les êtres humains qui participent. Alors non, c'est qu'une partie des êtres humains qui la font et c'est forcément subjectif, c'est pas objectif. Donc, ce qui est juste pour moi n'est pas forcément juste pour les autres et inversement. Non, pour moi, je peux pas dire que la loi est forcément juste et elle fait tout bien comme il faut. Pas du tout. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. Donc, en réalité, parfois, remettre la loi en question serait une option ou en réalité. Oui, je pense que oui. Et je pense que ça a eu des bons effets à certains moments de remettre la loi en question si on part sur le fait que l'avortement était interdit avant 1975 de mémoire, non, c'est ça. Ouais. Et que postérieurement, en tout cas en France, et que postérieurement à cette date-là, ça a été autorisé et parce qu'il y a eu des révoltes tant des mouvements féministes que des révoltes aussi de certains confrères, de certains tribunaux. Certains juges, donc. Oui, il faut remettre en question la loi, puisque c'est comme ça qu'on essaie de la faire évoluer. Et donc, il y a encore certains éléments qui mériteraient évolution, et c'est en contestant que le législateur va être amené à la modifier. Ouais, bien sûr. Par exemple, là, en ce moment, on parle beaucoup de suicide assisté et tout ça. C'est pas autorisé, et il y en a qui le font de manière officieuse, même s'il y a une loi de soins palliatifs, c'est pas encore ça. Donc là, c'est par exemple quelque chose qui touche à l'éthique qui serait probablement d'évoluer vers une législation. Oh, là, je te rejoins totalement. Et ouais, sinon, je sais pas si ça va pour une question avant qu'on ne passe. Ok, bon, peut-être pas. Je voudrais juste te dire, en réalité, bon, le métier d'avocat aujourd'hui, j'imagine que elle, indépendamment du métier en lui-même, il fait face vraiment aussi à pas mal d'évolutions parce qu'avec l'essor des réseaux, les critiques du système judiciaire, l'image du métier qui change, et même, genre, je sais pas, peut-être entendu parler un peu, genre, des cancel culture, genre, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, des gens qui se font directement juger par par les réseaux sociaux, directement incriminés pour des crimes qu'ils aient commis ou pas. Je prends un exemple simple, il y a pas mal de personnes super populaires, qui, à tort ou à raison, faut parfois accuser de viol. Et même sans avoir été jugés, ils se font déjà insultés, incriminés, même par les réseaux sociaux. C'est à croire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, le juge est devenu le réseau social ou bien l'opinion des réseaux sociaux. Et c'est pourquoi je voudrais un peu aller dans ce sens-là et te demander si finalement, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a une sorte de changement dans la manière d'exercer le métier avec l'avènement des réseaux sociaux et tout ce qui va avec? Pardon. Alors, moi, je pense que vu mon nombre de barres, je ne peux pas non plus sans être. Je pense, je peux pas. Il faut que je sois humble. Je fais de métier depuis 3 ans. Je ne peux pas avoir assez de recul pour dire qu'il y a un changement. Donc, par contre, je vais me référer à ce que mes confrères me disent sur ce point-là. Ils me disent qu'aujourd'hui, confrère du cabinet qui a plus de 20 ans de part, il me dit qu'aujourd'hui, il sent que les réseaux sociaux ont changé beaucoup de choses, puisqu'on est dans le besoin d'immédiateté. En tout cas, le client a un besoin d'immédiateté accru. Je demande telle chose, il faut absolument que j'ai telle chose. Et concernant ce que tu viens de me dire, je dis que j'ai été victime de ça, j'ai besoin tout de suite d'une sanction, que la personne soit punie. Et ce qui, en fait, crée un peu un effet néfaste, puisqu'on n'attend pas d'avoir un procès, on n'attend pas d'avoir une enquête, on n'attend pas d'avoir une instruction. Une personne, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Je veux pas me dire que tous les victimes qui disent qu'ils ont été victimes d'effets d'agression sexuelle ou d'attouchement sont parfaitement des fausses victimes. Pas du tout, non loin de là même. Mais des fois, on ne laisse pas le temps de la justice se faire
Et on en vient à se dire qu'une personne qui dénoncerait directement un fait, ce sont des faits véridiques, ce sont des faits qui doivent être punissables, et donc la personne qui est l'auteur de ces faits doit être punie par le tribunal médiatique déjà, et après par le tribunal judiciaire. Alors qu'on ne fait pas l'inverse. On attend d'abord, alors que normalement on devrait d'abord attendre une décision qui dit condamne telle personne, mais non, on fait beaucoup l'inverse. Et c'est vrai que ça vient détruire des vies, des familles, parce que on ne laisse pas ce temps-là, je dis, de l'enquête, de l'instruction. Donc, ça a eu du positif dans la libération de la parole des victimes. On le voit très bien avec tous ces faits incestueux, tous ces faits à l'heure actuelle. Là, on parle des églises, tout ça. Enfin, il y a eu beaucoup de choses de tout ce qui est sur les mineurs qui ont été faits, que maintenant la parole se libère. C'est du positif, il y a forcément du positif, et je pense qu'il y a plus de positif que négatif, mais il y a du négatif qui fait que effectivement, on vient à mettre à mal une famille, des enfants, des pères, des mères, des fils, des acteurs. pour laisser l'enquête faire ou l'instruction. Effectivement, ça me fait penser au cas du célèbre acteur américain Johnny Depp avec son ex-femme. Ouais. Je ne sais plus trop comment il s'appelle là encore. Et je sais que ça avait fait beaucoup le tour de tous les réseaux. Et au final, on a vu qu'il était bien innocent. Et bien avant ça, il avait déjà été bien condamné, accusé par les internautes, quoi. Donc, c'était un parfait exemple sur comment est-ce que les réseaux peuvent agir négativement sur la réputation de quelqu'un, bien avant que le procès ne soit terminé. Mais aussi, dans beaucoup de cas, c'est plutôt un truc positif, quoi. Parce que je pense qu'il y a sûrement des cas qui seront passés presque inaperçus s'il n'y avait pas vraiment les réseaux pour soulever ces thèmes. Là, après, tu te rejoins totalement. Parce que moi, après, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, on va te dire, quand un mec, par exemple, prend un exemple banal, accusé de viol sur les réseaux, directement, il est incriminé. Genre, vraiment, les gens, ils ne veulent même pas savoir quoi, c'est ça. On ne cherche même pas à savoir. Tu vois? Ouais, parce que je prends un exemple de Benjamin Mendy, tu vois, c'est un immense footballeur, top joueur, vainqueur de la Coupe du Monde et tout. Il avait été accusé de viol par 7 femmes, tu vois. Il avait totalement été concerné même par son club, il recevait son argent et tout, les gens l'insultaient de partout. Et il s'est avéré en réalité qu'il était innocent, parce qu'il a pu dénoncer en innocent ces 7 cas de viol pour lesquels il était accusé, tu vois. Pourtant, avant ça, il a subi toutes sortes d'insultes. Et c'est pourquoi, pour ce genre de cas, parfois, je me dis quand même que c'est pas si positif que ça à certains moments, quoi. Parce que de plus en plus, les gens ne laissent plus faire son travail avant de conclure sur les cas. Avant les réseaux sociaux, je pense qu'au moins, on s'en tenait à ce que, bon, aussi tant que la personne n'ait pas été jugée, on ne l'incriminait pas directement sur le coup. Mais je pense qu'aujourd'hui, que tout le monde peut un peu dire ce qu'il veut, ça va un peu dans tous les sens, quoi. Donc, je sais pas si ça aide, au final, les avocats ou pas. Ça n'aide pas beaucoup, parfois. J'ai vraiment l'impression. En tout cas, pour les coupables, je trouve que c'est pas un avantage, en tout cas. Oui, pour les prévenus, je suis d'accord. Après, il y a plein de coupables, aussi l'affaire de P.Diddy et tout ça, ou bon. Il y a les preuves que les gens vont sortir, mais toujours est-il que moi je pense que c'est toujours un peu d'attente, de jugement devant la cour. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, on arrive déjà à tester quelqu'un et tout sur les présupposés. Peut-être une question. Peut-être une question concernant l'actualité du métier et l'évolution, disons, technologique. Est-ce que les avancées, disons, par exemple, dans le domaine de l'intelligence artificielle avec ChatGPT et tout le reste, est-ce que ça impacte le métier, que ce soit dans l'apprentissage ou bien dans le déroulement? Est-ce que dans ce sens-là, est-ce qu'on voit un changement, que ce soit positif ou négatif? Alors, il faut savoir que les avocats sont pas très sont pas très dans le numérique. Digital. En tout cas, ceux qui ne pratiquent pas du numérique. Parce que les confrères qui font
tout ce qui est informatique, numérique, tout ce qui est droit international et tout. Ils sont très calés là-dessus, c'est leur domaine, il n'y a pas de difficulté. Et les avocats qui pratiquent plutôt on va dire des matières classiques, on n'est pas très à jour dans tout ce qui est numérique, sachant que même la justice française, si vous voyez les logiciels qu'ils utilisent, parce qu'on n'a pas de moyens, enfin elle n'a pas de moyens, la justice française, et elle est encore même pas avec Word. C'est quoi l'autre base de... Vous savez, il y a... LibreOffice ou bien... LibreOffice, des fois, ils en viennent à utiliser ça. Donc, non. La justice française, elle a très peu de moyens, mais concernant les avocats, ça dépend des cabinets. Nous, dans notre cabinet, on est assez classique, je l'avoue. On n'utilise pas l'intelligence artificielle, alors que je suis sûre que ça pourrait nous faire un gain de temps terrible sur certaines choses. Mais c'est que nous, on est encore dans des dossiers qui méritent... déjà qui méritent de respecter le secret professionnel, le secret d'instruction. Effectivement. Je me demande si en passant comme ça au scan des dossiers qui sont en instruction, ça viole forcément le secret d'instruction, puisqu'il faut que l'intelligence artificielle utilise ces données-là pour être meilleure la prochaine fois. Donc, c'est pas... Enfin, vous voyez, je ne pense pas qu'au niveau du secret d'instruction, on serait très, très respectueux là-dessus si on utilisait l'intelligence artificielle. Donc, on a encore besoin de nos petites têtes pour faire nos synthèses et tout ce qui s'ensuit. Mais par contre, ça peut être utile, je pense. Ils l'utilisent peut-être certains éditeurs. On a des ressources juridiques pour trouver la jurisprudence. La jurisprudence, c'est toutes les décisions de justice. Donc, par exemple, je pense par mots-clés ou chercher j'ai tel dossier concernant un accident de la route avec tel préjudice et tout. Comment on évaluerait, quelle juridiction a donné plus d'argent à une victime. Ça, je pense que ça peut être opportun d'utiliser l'intelligence artificielle dans tous ces types de domaines, voir un peu ce que d'autres juges ont pu estimer par rapport à tel fait qui est similaire, en fait. Et du coup, tu crois pas que l'intelligence artificielle, au final, vous remplacera dans l'avenir? Je crois que je t'avais envoyé, oui. Je crois que je t'avais envoyé une vidéo d'un monsieur qui arrive que l'intelligence artificielle pourrait se faire défendre. Oui, tu vois. On disait que, au niveau de la spontanéité, tu crois pas que ça se fera plus vite, quoi. En tout cas, je ne pense pas que ça se ferait si vite parce que il faut vraiment qu'il encaisse beaucoup de... Je sais pas s'ils enregistrent ou quoi, des procès réels pour que l'intelligence artificielle voit un peu comment réagir à certains trucs, mais il y a des choses que l'être humain fait que je ne pense pas que l'intelligence artificielle réagirait de cette manière-là. Mais au moins, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on pourrait être remplacé à 100%. Je pense que pour des dossiers... Définitivement pas. Pas de difficulté, des dossiers de chiffrage du style... comme je vous disais tout à l'heure, une victime, dès qu'elle elle a un accident ou quoi que ce soit, il y a un expert et après, il y a beaucoup de données chiffrées, tout ça qui permettrait d'évaluer les montants à allouer à cette victime. Peut-être dans ce cadre-là, des dossiers où il faut chiffrer, des dossiers de finances et tout ça, mais dans les dossiers où il y a l'humain qui est prégnant comme ça, je ne pense pas. Ouais. Non, après, je comprends, hein. Mais après, il faut savoir que ça évolue très vite, à une vitesse incroyable. Donc, on va peut-être parler de remplacement, mais effectivement, je pense qu'en termes de sport et tout. Complémentarité plutôt, du coup. Oui, complémentarité, oui, je le pense. Tout à fait, ouais. Ça va. Je voudrais que tu me dises, est-ce que tu penses que les jeunes sont toujours encore attirés par ce métier dans les devs de faire de tort? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que je suis encore jeune d'ailleurs. Donc, Ouais, bon, les jeunes sont encore attirés par ce métier. Les plus petits. Donc, je pense que je suis la preuve qu'on est encore attirés par ce métier. Et je pense qu'il continuera toujours à faire attirer les gens. Il y a tellement... vous voyez, il y en a qui adorent dire je suis avocat. Là, il y a ce côté vantard, ce côté... Pas que vantard, aussi fier. Parce qu'il faut dire qu'on ne peut pas être fier. Mais, et même... le métier d'avocat est tellement vaste. Moi, je vous ai parlé là du droit pénal, droit des mineurs, droit de la famille.
Il y a droit de l'agriculture, il y a droit commercial, il y a droit des entreprises, il y a droit international, il y a droit de la pêche, il y a du droit même des vignes. Enfin, il y a du droit partout en fait. Donc, quelqu'un qui aime quelque chose et qui veut avoir ce métier-là et toujours être dans sa passion, il peut. Droit des sports, par exemple, je pense à ça. Droit au niveau des acteurs pour tout ce qui est leur management. On peut être manager sur certains trucs à condition, mais il y a tellement de matières qui permettent de réunir la profession et sa passion que je pense qu'il y aura toujours des gens qui seront attirés par ce métier. Ouais. Non, franchement, après, bien entendu, hein, je te rejoins totalement. Et, je sais pas, Nadine, t'as encore une question? Moi, je pense que au final, on y a un petit peu répondu tout au début. Donc, pour le moment, non, c'est bon de mon côté. Ouais. Non, franchement, là, on a fait le tour. Hein. Un conseil que tu donnerais à un ou à un autre futur avocat? Un plus petit que toi. Très bonne question. En tout cas, c'est un conseil que je donnerais à la Bernadette qui rentre à la fac de droit. C'est que ce qu'on apprend en fac de droit, il faut pas rester sur ça pour dire que ça me plaît pas et j'ai pas envie de faire ce métier-là. Parce que ce qu'on nous montre en fac de droit, c'est vraiment l'abattoir pour éliminer les gens et pour les décourager. Mais c'est pas du tout ça qui va servir dans le métier. En tout cas, on apprend des réflexes. Je veux pas dire que ça ne sert à rien. On apprend des réflexes, tout ça, synthétiser les choses, travailler dans un temps donné. Mais c'est pas parce on n'est pas bon à la fac, qu'on redouble à la fac, qu'on a des difficultés à la fac, qu'on ne sera pas un bon avocat. Je conseillerais aussi, donc c'est ne pas se décourager. Deuxième conseil, c'est de se plonger réellement dans le métier. J'entends quoi par là? J'entends faire des stages. Faire des stages dans les cabinets d'avocats. C'est pas facile, je l'avoue, de faire des stages dans un cabinet d'avocats, mais il faut persister. Moi, j'ai pas fait marcher mon réseau, j'ai juste été insistant sur certaines choses. Mais faire des stages au sein des cabinets d'avocats, faire des stages au sein d'autres professions du droit, parce qu'il n'y a pas que le métier d'avocat qui peut être passionnant. Faire des stages aussi, par exemple, moi, j'exerce beaucoup, je ne l'ai pas dit, si je l'ai dit, dans le droit, tout ce qui est droit des mineurs. Donc, j'ai aimé faire des stages dans des associations, dans des structures dédiées aux mineurs, pour voir vraiment si c'est ce domaine-là qui me plairait. Donc, se plonger dans la réalité, ne pas se décourager et ne pas s'oublier aussi. Ne pas s'oublier parce qu'effectivement, au début de la profession, on a envie de se donner à 1000%, tout faire, mais on est vite épuisé. On se rend vite compte que la santé, c'est très important, psychologique que physique. Donc, ne pas s'oublier, continuer à aller voir ses amis, continuer à rester avec sa famille, continuer à faire son sport si on aime bien faire du sport. Franchement, ne pas s'oublier, ne pas se changer pour rentrer dans un moule. Non, chacun a sa personnalité, chacun doit être comme il est. Regarde pas un profil d'avocat, il y a plusieurs confrères, il y a plusieurs façons d'exercer, il y a plusieurs façons d'être. Et je pense que c'est le fait de garder sa personnalité, de garder comment on est, qui fait qu'on va se démarquer des autres. Si on veut se démarquer, en tout cas qu'on va se sentir bien. Donc, Okay. Non, je pense super belle réponse. Et si tu pouvais, une autre question à faire. Si tu pouvais changer une chose dans le système, ce serait quoi? Ah ouais, non, mais ça, ils sont en train de changer, donc c'est très bien. C'est qu'à l'école des avocats, je ne l'ai pas dit, mais on n'a pas vraiment de statut. On n'est pas des salariés, on n'est pas des étudiants, on n'est pas des apprentis. Donc en fait, on ne gagne rien. On n'est pas, déjà, on paye cette école des avocats 1800 € pour Lille, l'IXA, mais on n'est pas payé en fait comme des gens en formation. Voilà, ils sont en train de changer le statut pour qu'on soit reconnu comme apprenti et donc ça ouvrirait droit à certaines prestations. Mais c'est le statut précaire en fait de l'élève avocat qui, moi, je changerais. C'est pas possible d'avoir fait bac+5, de rentrer dans une école des avocats et ne pas encore avoir de salaire en fait, d'être vu comme un stagiaire, rémunéré comme un stagiaire au minimum lors c'est un statut trop précaire pour cette profession, alors que vous voyez ceux qui veulent devenir greffiers ou juges pendant leur formation au sein de leur école, ils sont payés en fait. Donc moi,
je ne comprends pas pourquoi on a encore cette précarité en tant qu'élève avocat. C'est en train de changer, apparemment, pour déboucher, comme je vous dis, sur un statut d'apprenti, bien heureusement, mais c'est vraiment ça que je changerai. Mais après, le reste, bon. Enfin, je pense que c'est parce que tous ceux qui sont passés par là, après qu'ils font le métier, on gagne plus, on oublie qu'on était précaire avant, donc on ne s'est pas assez battu. Donc, bon, là, ça va, ils sont en train de faire bouger les choses, mais parce que on oublie que pendant 18 mois, on a souffert dans la précarité. Et dès qu'on commence, on voit 3 chiffres sur notre compte qu'on reçoit chaque fin du mois, on est content, mais on a oublié qu'avant, c'était la misère, quoi. Non, je comprends totalement. Est-ce que tu décris là, Bernadette, c'est juste en France ou bien trop en Europe? Alors, je ne sais pas du tout les autres systèmes. Là, je décris que ce qui se passe en France. C'est le cas aussi en Belgique, parce que du coup, ma petite sœur, elle est en stage d'avocat. Voilà. C'est navrant de voir qu'un métier qui est aussi prestigieux, on est précaire avant d'y accéder. C'est pas cool ça, en vrai. Non, mais en tout cas, intéressant. Je crois là, on a vraiment fait le tour. Il y a un truc qui m'a aussi un peu interpellé. À chaque fois que je me pose le nom de mon confrère, tu vois. Le mot confrère, moi, je le connais plus un peu dans le côté religieux. Chez vous, dans les... Ah, ok. Vous dites toujours confrère. Ouais, on n'est pas une secte. On dit confrère ou consoeur, en fait. Je vais te dire toi confrère, je vais dire à Nadine consoeur, en fait. C'est des termes juste parce qu'on fait partie d'une... Il y a en fait, parmi notre devise, je jure d'exercer mon métier d'avocat avec dignité, indépendance, probité. Il y a délicatesse, humanité aussi parmi nos valeurs. Il y a fraternité. Donc en fait, on est une fratrie. Donc, on s'appelle consoeur, confrère, comme ça. Et c'est pratique parce que quand on a oublié le nom de quelqu'un, on dit confrère, consoeur. C'est facile. Non, franchement, super intéressant. Là, vraiment, on a fait le tour. Hein. Je sais pas si les autres avaient encore un truc à rajouter, mais moi, franchement, ce serait. Non, pour moi, c'est top. Ouais. C'est top. L'échange était fluide, super intéressant. Merci pour le partage, Bernadette. C'était super. C'était très agréable également. Merci beaucoup pour l'échange. Ouais, franchement super. Donc, nous te remercions et vivement que on se voit une prochaine fois pour échanger encore davantage sur le sujet, sur la thématique. Parce que j'imagine qu'avec le temps, il y a pas mal de trucs qui vont évoluer dans le domaine comme dans plein de domaines. Donc, tout à fait. Avoir un aperçu global, quoi. Ouais, ben, merci à vous, merci Nadine, merci Ramsès. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce moment et je me tiens à votre disposition si besoin pour des questions complémentaires ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci. Ça me fait plaisir de transmettre un peu ce que mon vécu et si je peux aider quelqu'un qui a besoin de conseils postérieurement, il n'y a pas de difficulté. Franchement cool. Et d'ailleurs, tu as une page Instagram où tu... C'est ça. J'ai une page Instagram qui s'appelle BN. C'est mes initiales, hein, c'est rien à voir avec les gâteaux. BN.avocate. Et c'est comme ça que je publie régulièrement. J'essaie de faire une fois par mois des questions qu'on peut se poser, que tout le monde peut se poser. Comment je peux faire pour éviter que mon enfant quitte le territoire sans mon accord alors que l'autre parent veut partir. Mon enfant va être placé, comment agir en fait. J'essaie de me poser des questions qu'on a pu me poser. Et je donne quelques réponses juridiques et c'est comme ça que ça me permet aussi de faciliter l'explication, de faciliter aussi la clarté dans mes propos et de trouver d'autres éléments pour un futur dossier ou un dossier en cours. Donc, je partage un peu ce que je sais qui peut être utile à des personnes. Ouais. Non, franchement, super intéressant. Je peux dire que moi-même, j'ai eu à lire pas mal de réponses pour apprendre pas mal de choses dans le domaine. Donc, on vous dit merci. Et ce qu'on va faire, on va mettre le lien justement pour ces devant le micro un peu la description. Justement, qui pourrait être intéressant. Ça marche. Ouais, sinon, merci à toi et à la prochaine. Hein. Reste en santé. Ça marche. Ciao. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci, au revoir.